Donc, j'ai des conflits d'intérêts, en particulier on est Core Lab pour l'étude Early TAVR qui cible justement les patients dont on discute aujourd'hui. Alors, comme vous savez, pour les patients qui ont un RAC léger ou modéré, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'indication de remplacement valvulaire aortique et c'est vraiment lorsque le RAC devient serré que là on commence à avoir un dilemme, surtout lorsqu'il n'y a pas de symptômes et de dysfonction VG. Le dilemme et la question qu'on se pose, est-ce qu'on doit intervenir maintenant, faire un remplacement précoce, disons, ou une surveillance clinique. Et évidemment, pour ceux qui ont un RAC serré et des symptômes ou dysfonctions VG tels que définis dans les guidelines, avec une fraction d'éjection en dessous de 50%, là, il n'y a pas débat, il y a une indication de classe 1 de RVA. Alors, commençons par cette patiente qui a 75 ans, qui est asymptomatique. Et alors, bon, Christophe l'a souligné, c'est très important, confirmé par une épreuve d'effort. Donc, c'est une vraie asymptomatique. Une autre chose qu'on aime bien mesurer chez ces patients avec RAC serré asymptomatique, c'est le BNP et le suivre dans le temps. Cette patiente, au jour d'aujourd'hui, a un ratio de BNP de 2. La fraction d'éjection biplan, 60%, un strain longitudinal qui est un peu abaissé à moins 14%, et une dysfonction diastolique grade 2. Et si on regarde, bon, la valve aortique clairement épaissie et à l'écho, à tout le moins, sévèrement calcifiée, si on se réfère au score qu'avait proposé Raphaël Rozenek, on dirait un score de 3 sur 3. On a une Vmax à 5,1, il y a un an elle était à 4,8, donc on a une progression à peu près de 0,3 mètres secondes dans l'année qui vient de passer. Un gradient moyen à 64, une aire valvulaire par l'équation de continuité à 0,65. Donc clairement un RAC serré, il n'y a pas photo, et chez un patient qui est vraiment asymptomatique. Donc la question, est-ce qu'on doit faire un remplacement valvulaire aortique précoce, dit prophylactique, ou un watchful waiting. Alors, j'aime pas le terme de watchful waiting, politique attentiste. Si on attend que le patient revienne nous voir, éventuellement, on va attendre longtemps. C'est plutôt vraiment et les recos insistent là-dessus, c'est vraiment une surveillance clinique active qu'on doit faire, clinique et écho. Alors, qu'est-ce que nous disent les recos? Ici, c'est donc les recommandations, c'est l'algorithme des recommandations américaines, mais pour cette question-là, les recos américaines et européennes sont assez bien alignées. Lorsqu'on a un RAC serré et absence de symptômes, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'indication de classe 1 de remplacement valvulaire aortique, sauf si la fraction d'éjection est en dessous de 50%, et ou s'il y a une indication pour une autre chirurgie cardiaque, un pontage ou autre. Évidemment, si on fait une épreuve d'effort et que le patient est symptomatique, alors là, bon, ce n'est pas un asymptomatique, on retombe dans le RAC serré symptomatique et c'est une indication de classe 1. Également, si à l'épreuve d'effort, on a une réponse anormale de la pression artérielle et une chute de la pression artérielle, diminution de la capacité à l'effort, alors ça c'est un peu flou, là aussi on a une indication, mais de classe 2A. Et puis, alors chez le vrai asymptomatique qui a un RAC serré, comme la patiente qu'on vient de voir, il y a quand même pas mal d'ouvertures dans les guidelines, en sens qu'on a des marqueurs de risque qu'on peut considérer pour envisager un remplacement valvulaire aortique précoce, à savoir un RAC très sévère qui est défini par une vélocité max de 5 mètres par seconde ou dans les recos américaines aussi un gradient moyen de plus de 60. Une progression rapide de la sténose. Alors comment est-ce qu'elle est définie dans les recos? C'est une progression annualisée de plus de 0,3 mètres secondes par année. Donc notre patiente ici, elle est juste sur la limite, on pourrait dire. Aussi un BNP qui est très élevé, tel que défini par un ratio supérieur à 3. La patiente est à 2, donc elle ne se qualifierait pas pour ce marqueur de risque. Et dans les recos européennes, mais pas américaines, on a aussi la calcification sévère de la valve aortique, préférablement évaluée par scanner, parce qu'on peut quantifier, c'est plus précis et plus reproductible, et en utilisant des seuils qui sont différents chez l'homme et la femme, donc 1200 chez la femme et 2000 chez l'homme. Et si on a un ou plusieurs de ces marqueurs de risque, eh bien, il y a une indication de classe 2A, de remplacement valvulaire aortique chirurgical dans les recos américaines, mais comme l'a mentionné Christophe, dans les recos européennes, vous pouvez aussi envisager un TAVI pour ces patients. Alors, c'est bien, je pense qu'on a compris qu'il faut bien regarder la valve, la sténose, la progression, mais in fine, ce n'est pas la sténose, ce n'est pas le RAC qui va tuer le patient directement, c'est plutôt les conséquences du RAC sur, en particulier,
le ventricule gauche et les autres chambres cardiaques. Et lorsqu'on regarde le ventricule gauche, je crois qu'il faut aller au-delà de la fraction d'éjection. Parce que le seul critère qu'on a dans les recos, par rapport, le critère extravalvulaire, c'est la fraction d'éjection en dessous de 50% pour déclencher une intervention. Et si on se base sur la fraction d'éjection, sur un patient avec RAC et remodelage concentrique, on peut conclure que tout va bien et qu'il n'y a pas de dysfonction VG sous-clinique, mais si on utilise des paramètres plus sensibles, la conclusion peut être différente. Ça, c'est un travail qui est en fait un travail collectif où on a mis ensemble plusieurs centres. C'est mon ami Patricio Lancelotti qui a piloté cette étude. Il y a plusieurs centres français qui ont été impliqués, y compris le centre Haut-l'Évêque ici à Bordeaux. Et on a trouvé chez ces patients avec RAC modéré ou sévère asymptomatique 2 marqueurs de risque importants. La Vmax, pas surprenant, et surtout lorsqu'elle est supérieure à 5, ça vient amener encore plus d'eau au moulin finalement à cette recommandation qu'on a déjà dans les guidelines de RAC très serré, et la fraction d'éjection, mais avec un seuil qui est plus haut que le 50% qu'on a dans les recours. C'est plutôt à 60% qu'on voit déjà une surmortalité à relativement court terme. Alors, même son de cloche avec cette étude de la Mayo, où on voit qu'évidemment, si la fraction d'éjection est en dessous de 50%, on a une surmortalité assez rapidement. Au-dessus de 60, ça va bien, mais entre 50 et 60, c'est vraiment un pronostic qui est déjà altéré. Donc, il y a une bonne proportion de ces patients qui ont un certain degré de dysfonction VG sous-clinique, finalement. Donc, c'est clair qu'il y a beaucoup d'études émanant de différents centres qui suggèrent qu'il faut peut-être rehausser ce seuil de la fraction d'éjection de 50 à 55 ou 60. Et effectivement, c'est reflété dans les dernières recos, comme vous l'a montré Christophe. Alors, les recos américaines ont amené cette nouvelle indication d'une fraction d'éjection en dessous de 60% sur 3 examens d'imagerie consécutifs. Et à ce moment-là, c'est une indication de classe 2B. Par contre, les Européens disent un seuil un peu plus bas, donc une fraction d'éjection en dessous de 55%, mais par contre, c'est une classe 2A. Alors, une autre façon de contourner ou compenser ce manque de sensibilité de la FEVG pour les RAC, c'est d'utiliser le strain longitudinal, qu'on peut mesurer par speckle tracking. Christophe a montré cette méta-analyse. Alors, ce n'est pas rentré dans les recos. Peut-être que ça le sera un jour. Et c'est intéressant quand même, parce que vous voyez que même dans le sous-groupe des patients qui ont une fraction d'éjection au-dessus de 60%, où on pourrait se dire, bon, ben là, on est sûr que tout va bien, il n'y a pas de dysfonction VG. Eh bien non, il y a quand même un tiers de ces patients qui ont une altération de la cinétique longitudinale, et ces patients ont une surmortalité. Donc, même une fraction d'éjection au-dessus de 60% n'est pas nécessairement complètement rassurante. Alors, là, on a regardé le ventricule gauche, mais il faut se rappeler que le cœur a 4 chambres et qu'il faut regarder les autres chambres cardiaques. Et c'est là que je pense peut-être on devrait faire un parallèle avec ce que nos collègues font en oncologie, où l'évaluation du patient et la conduite thérapeutique est basée sur une évaluation en 2 temps ou en 2 pans. Premièrement, la gradation de la sévérité de la tumeur primaire, et deuxièmement, le staging du bilan d'extension et des métastases. Et je pense qu'il faut faire pareil en cardiologie, en particulier pour les maladies valvulaires. C'est sûr qu'il faut bien s'attacher à bien grader la sévérité de la lésion valvulaire. Ça, c'est très important. Mais ça, on le fait, enfin, on essaie de le faire bien et on passe du temps là-dessus. Mais, encore une fois, c'est important de penser que le pronostic n'est pas déterminé seulement par la sévérité de la sténose, mais par les répercussions sur les chambres cardiaques. D'où l'importance de faire un staging du dommage cardiaque relié ou associé au RAC. Et c'est là qu'on a proposé avec Philippe Généreux, qui est en fait un Québécois, mais qui maintenant travaille à Morristown, près de New York, cette classification pour faire un staging du dommage cardiaque, et qui est basée en fait sur des paramètres échos que vous mesurez tous les jours dans l'examen de routine, et sur des critères qu'on a dans les recours. Donc on a juste mis ensemble des paramètres. Et le stade 1, eh bien, c'est un dommage au niveau du ventricule gauche, qui est la chambre immédiatement en amont, évidemment, de la valve aortique. Alors, vous avez l'hypertrophie ventriculaire gauche, la dysfonction diastolique 2 ou 3, et dysfonction systolique sous-clinique qui est définie à partir, encore une fois, d'une fraction d'éjection, mais en dessous de 60%, un seuil plus sensible, et ou un strain longitudinal supérieur à moins 15%, donc inférieur à 15% si on travaille en valeur absolue. Et si vous avez un de ces critères, vous n'avez pas besoin des 3,
on est stade 1. Stade 2, bon, c'est le même principe, mais on remonte à contre-courant, si on veut. C'est dommage au niveau de l'oreillette gauche, valve mitrale. Stade 3, c'est dommage au niveau circulation artérielle pulmonaire et valve tricuspide. Et stade 4, finalement, c'est le ventricule droit et, disons, on va dire le début de la défaillance ou l'insuffisance cardiaque sous-clinique qui est définie à partir d'un paramètre de bas débit, modéré ou sévère, un volume d'éjection indexé en dessous de 30. Et on a appliqué cette classification, enfin pas exactement la même parce que la classification initiale n'était pas tout à fait celle-ci, dans la cohorte Partner 2 et ça prédisait très très bien la mortalité un an post-RVA. Et en fait, évidemment, on a aussi, après dans un travail subséquent, à partir encore une fois d'un travail de collaboration et plusieurs d'entre vous dans la salle étaient impliqués dans ce travail et je vous en remercie, appliquer ça à une série multicentrique de RAC modéré à sévère, asymptomatique. Et alors la première surprise, c'est qu'il y avait une grande proportion, 61% de ces RAC. Alors c'était des RAC vraiment asymptomatiques, suivis dans des valves cliniques, et il y en avait 61% qui avaient un stade de dommage cardiaque avancé, c'est-à-dire 2, 3 ou 4. Et lorsqu'ils avaient ce stade 2 ou plus, eh bien, il y avait une surmortalité, et une surmortalité dans la première année qui était déjà détectable. Le stade 2, c'est la courbe rouge, et le stade 3, 4 ensemble, c'est la courbe noire. Donc, je pense que là, il y a un message important. C'est que l'absence de symptômes sur un RAC serré n'est pas nécessairement rassurant. Ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dommage cardiaque important. Et donc, peut-être chez ces patients avec RAC serré asymptomatique, on devrait plus regarder l'écho que peut-être l'absence de symptômes. Alors, si on revient à notre patiente, eh bien, elle avait plusieurs critères de stade 1, le strain longitudinal, la dysfonction diastolique grade 2 et plus, et en plus elle a une dilatation de l'oreillette gauche qu'on ne voit pas bien ici, mais donc en fait elle était stade 2. Donc cette patiente a plusieurs marqueurs de risque au sens des recours, hein. Le RAC très sévère, la progression rapide, et elle a aussi un stade de dommage cardiaque 2 et aussi la calcification sévère de la valve aortique. Même si on n'a pas de scanner, je crois qu'on peut raisonnablement dire qu'elle est sévèrement calcifiée. Donc clairement, on a beaucoup d'arguments pour cette patiente pour discuter d'un remplacement valvulaire aortique précoce maintenant. Alors que ce patient, qui est un homme plus âgé, avec un RAC serré, mais pas très serré, une progression qui n'est pas nécessairement très rapide, je ne l'ai pas montré ici, son BNP n'est pas très élevé, la valve est calcifiée, mais certainement pas sévèrement calcifiée. Et si on regarde le stade de dommage cardiaque, bon, il y a de l'hypertrophie ventriculaire gauche, le strain longitudinal qui est borderline, et donc en fait on est stade 1. Et avec ce tableau-là, on peut très raisonnablement et confortablement proposer aux patients de faire un suivi écho et clinique et de ne pas intervenir maintenant. Donc je pense qu'il faut vraiment individualiser la stratégie. Alors, il y a ce travail qu'on a fait récemment avec Philippe Généreux, qui était en fait un suivi du premier papier sur le staging dans Partner 2. Ici, c'est Partner 2 et 3 qu'on a mis ensemble. Et on a regardé l'évolution de ce stade de dommage cardiaque du baseline à 1 an. Ça a été un peu une douche froide, parce que bon, tous ces patients ont eu un remplacement valvulaire aortique qui a été un succès, chirurgical ou TAVI, mais en fait, seulement 15,6% ont amélioré leur stade de dommage cardiaque du pré-op finalement à 1 an. 58% sont demeurés inchangés et près de 27% ont en fait détérioré leur stade de dommage cardiaque. Et s'ils détérioraient leur stade de dommage cardiaque, il y avait une augmentation de mortalité subséquente de plus de 2 fois. Donc je pense que là, 2 messages importants. Je pense que c'est peut-être un argument pour dire qu'on intervient probablement trop tard dans le RAC serré, parce qu'une fois qu'on a des dommages cardiaques, même pas très avancés, ils sont rarement réversibles. Et deuxièmement, oui, on met beaucoup, je crois, on insiste beaucoup sur la valve aortique, faire le remplacement, etc. Mais on oublie aussi peut-être de traiter le patient dans son ensemble. Et donc, quand on a fait un RVA, c'est important de traiter de façon agressive et optimale les comorbidités, les facteurs de risque cardiovasculaire, donc l'hypertension, diabète, dyslipidémie, amylose s'il y en a, et de penser à la réadaptation post-remplacement valvulaire aortique ou TAVI. Alors,
je crois que si on regarde l'ensemble des études, cette classification peut être utile pour peut-être mieux optimiser et individualiser le timing de l'intervention chez ces patients avec RAC asymptomatique sévère. Et le seuil qui nous semble être le plus, qui devrait lever un drapeau rouge, c'est un seuil à partir de 2. Là. 0 et 1, on peut faire une politique de surveillance clinique. Par contre, au-dessus de 2 et au-dessus, intervention précoce. Et pour les RAC serrés symptomatiques, qui ne sont pas le sujet de la discussion là aujourd'hui, qui ont déjà une indication de remplacement valvulaire aortique, ce staging peut être utile pour déterminer quel type de RVA on va utiliser, un TAVI versus un SAVR, chez les patients qui ont un bas risque chirurgical. Et là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est lorsqu'on est dans des stades 3-4, c'est des patients qui en général évoluent mieux avec un TAVI transfémoral qu'avec une chirurgie. Donc, vous êtes au courant qu'il y a des essais cliniques assez majeurs qui sont en cours sur ces patients avec RAC serré asymptomatique. Et alors, l'essai clinique Early TAVR, bien sûr. Et pour ces patients, on confirme le caractère asymptomatique par une épreuve d'effort. On en a discuté lors de la présentation de Christophe. Je pense que l'épreuve d'effort dans le contexte de ces RAC, ce n'est pas nécessairement de faire une épreuve d'effort de type maximal et de savoir quelle est la capacité maximale. C'est vraiment d'exclure des symptômes à un relativement bas niveau d'exercice. C'est un peu ça le but. Donc, des protocoles assez doux, des Bruce modifiés ou des Knowlton. Et donc, on a terminé le recrutement sur cet essai clinique il y a à peu près 1 an, mais comme l'endpoint primaire est à 2 ans, on n'aura pas la réponse avant 1 an. Donc, restez branchés et peut-être que l'année prochaine, on pourra vous donner des nouvelles. Donc, en conclusion, pour ces patients avec RAC serré asymptomatique en 2022, il n'y a pas d'indication de classe 1 de RVA, sauf si la fraction d'éjection est en dessous de 50%. Mais en fait, les patients qui sont vraiment avec un vrai RAC serré et qui sont avec une fraction d'éjection abaissée, ils sont rarement asymptomatiques, vraiment asymptomatiques. Mais bon. Et par contre, il y a des indications de classe 2A. Il y en a plusieurs. Donc, le RAC très sévère, Vmax au-dessus de 5 ou gradient moyen au-dessus de 60, une progression rapide, donc 0,3 mètres secondes par année, une calcification sévère, idéalement, encore une fois, mesurée au CT, au scanner, avec ces seuils qui sont différents chez l'homme et la femme, un BNP très élevé, donc ratio au-dessus de 3, et nouvelle recours, une fraction d'éjection en dessous de 55%. Et si vous avez un de ces marqueurs de risque, vous pouvez considérer un RVA, y compris un TAVI en Europe. Nous, en Amérique du Nord, on est un petit peu plus encore sur le chirurgical. Et donc, j'espère vous avoir convaincu que ce staging des dommages cardiaques peut être utile pour améliorer la stratification du risque et individualiser, optimiser le timing de l'intervention, et le seuil semblerait se situer aux alentours de 2. Et donc, il y a des essais cliniques en cours. J'ai mentionné Early TAVR, mais il y a aussi d'autres essais cliniques. Il y en a un en Écosse qui s'appelle EVOLVE. Merci beaucoup pour votre attention.